monde. Bienvenue à ce séminaire qui est co-organisé par le CRIS, l'Axe de recherche, travail, emploi et organisation sociale et collective, donc c'est Interaxe, et c'est organisé conjointement avec l'OFDIG. Alors, le séminaire va porter sur l'ouvrage Debt sur Indebted Women. C'est le titre original de l'ouvrage qui va être discuté dans le séminaire. Donc, c'est sur les dettes, les rôles sociaux de genre et la transformation du capitalisme, dynamique croisée entre l'économique, la parenté et la sexualité. Et on a le privilège d'avoir aujourd'hui Isabelle Guérin, qui est une des du collectif de recherche ayant contribué à la production de cet ouvrage, Isabelle Guérin, qui est de l'université Paris-Cité. Mais avant de la présenter, on aimerait vous mentionner que cet événement est enregistré. Donc, on vous invite à fermer vos microphones pendant toute la durée de la présentation. Il y aura un moment d'échange après la présentation et après la discussion du livre, mais avant le moment d'échange, on vous demande de fermer vos micros. Et comme ce sera enregistré et ultérieurement aussi diffusé sur le site Internet du CRIS, ceux et celles qui ne souhaiteraient pas être captés dans l'enregistrement, on vous invite à fermer vos caméras. Donc, le séminaire va durer à peu près 1h30. Il va être animé donc par moi, Louvasoir Ambouarisata, membre du CRIS et co-responsable de l'Axe organisation sociale et collective. On va commencer par, je vais d'abord présenter notre invité. Après ça, il y aura une présentation de 35 minutes environ, suivie par une discussion qui va être effectuée par Marie Langevin de l'UQAM, membre du CRIS aussi, et par Audrey Lorrain-Lamotte de l'Université York. Puis, à la suite de cela, on va poursuivre avec une période d'échange, questions-réponses, commentaires, etc. Et je vais être la gardienne du temps et de l'ordre des interventions pendant cette période-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente, je vous fais une petite bio de Isabelle Guérin. Je vais lire pour ne rien oublier. Donc, Isabelle Guérin, socio-économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, chercheur au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, CESMA à l'Université Paris-Cité, et associée à l'Institut français de Pondichéry. Elle a fondé et coordonné l'Observatoire des dynamiques rurales et des inégalités sociales en Inde et du Sud, ODRIT. Elle est spécialisée dans l'économie politique et morale de la monnaie, de la dette et de la finance. Ses travaux actuels portent sur la financiarisation des économies en examinant comment la financiarisation produit de nouvelles formes d'inégalité et de domination, mais aussi des initiatives alternatives et solidaires. Son travail actuel se concentre sur le rôle clé mais invisible de la dette des femmes dans le capitalisme financier actuel. Voilà. On est très privilégié de t'avoir, je vais te tutoyer, de t'avoir ici, Isabelle, et bienvenue au CRIS, bienvenue à l'UQAM. Je te cède donc la parole, on a vraiment hâte de t'entendre. Partager l'écran. Juste que ça marche parce que des fois. Okay. Bon, merci. Merci. Je suis ravie. Merci Marie Langevin de m'avoir fait venir ici. Je suis vraiment très heureuse de partager ce travail avec vous en français. Plaisir. Et dans ce lieu, le CRIS, que je connais un petit peu, puisque Margie Mandel, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, était dans mon jury de thèse.
Et donc, on avait eu l'occasion d'échanger il y a de nombreuses années et j'avais passé un séjour à Montréal il y a maintenant très longtemps, dans un autre siècle. Donc voilà, je suis très heureuse de venir partager quelques points de cet ouvrage avec vous. Donc voilà, Dignité et Women, La femme endettée, parenté, sexualité, capitalisme. C'est donc un livre que j'ai coécrit avec deux collègues indiens avec qui je travaille de longue date. C'est une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, Santosh Kumar et Venkata Subramanian. Et l'idée, voilà, c'est de partager quelques points saillants avec vous. Alors, je vais faire le même exercice que l'autre fois. Si je vous, allez, je regarde aussi la caméra, je vois pas trop les gens avec. On est mis. Bon, l'important, c'est que je regarde la caméra, je crois. Oui, non, mais ça va. Donc, oui, si je vous dis quels sont les acteurs, quels sont les personnages clés de la finance. Quand je fais l'exercice avec mes étudiants, ils pensent à Leonardo DiCaprio, le loup de Wall Street, hein, qui incarne ce jeune trader qui, à 30 ans, a gagné 26 millions en un an. La case du siècle, un autre film assez connu, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui, le point que je pourrais multiplier la liste, mais mon point, c'est de montrer à quel point dans les représentations collectives, et c'est aussi une grande partie de la réalité, les personnages clés de la finance sont considérés comme des hommes blancs, riches, très intelligents, très diplômés, et qui gagnent des sommes colossales de par leurs compétences extrêmement sophistiquées en mathématiques, leur aptitude à prendre des risques, leur longue journée de travail, etc. Les femmes sont très peu présentes dans ces représentations collectives, ou alors sous la forme d'objets sexuels, pas de manière très positive. La pyramide de la finance. Le propos de ce livre, c'est de se pencher plutôt sur la base de la pyramide et avec sur la masse des gens ordinaires qui font tourner la machine financière du capitalisme. Et l'argument principal, il y en a un à retenir, c'est cette idée que finalement, le personnage clé n'est plus Leonardo DiCaprio, mais c'est plutôt la femme endettée. La femme endettée qui est ignorée, invisibilisée, y compris par pas mal de recherches, à l'exception de quelques cercles circonscrits, et avec l'idée que sans elle, sans son travail laborieux quotidien de gestion des dettes familiales, sans les multiples compétences auxquelles ce travail de gestion des dettes fait appel, sans son sens de l'éthique, de la responsabilité, sans aussi un certain sens de la culpabilité qui est inscrit dans son fort intérieur, dans sa chair, ce capitalisme financiarisé ne pourrait pas fonctionner. Alors, au cours du quart de siècle passé, j'ai eu l'occasion d'enquêter en France, au Sénégal, ensuite en Inde. Donc, j'ai effectivement pas mal vous parler de l'Inde du Sud, de Tamil Nadu, où je travaille depuis 20 ans. Mais j'ai aussi été au Maroc, en République dominicaine, au Mexique, au Brésil. Et le constat, ce qui m'a obsédé pendant tous ces séjours, c'est que encore et encore, pas sous des formes diverses, la responsabilité très forte des femmes de milieu populaire dans la gestion des dettes familiales. Le terrain tamoul a été absolument décisif pour saisir les ressorts et l'émergence. C'est la fabrique de cette femme endettée, puisque celle-ci n'existait pas il y a 20 ans. Et donc, avec mes deux collègues, Venkata Subramanian et Santosh Kumar, on a finalement observé, décrypté, décortiqué l'émergence de ce marché financier en nous focalisant sur une clientèle très privilégiée, qui est une clientèle qui est tout en bas de la hiérarchie sociale de caste, les femmes Dalit. Et donc, vous comprendrez plus tard pourquoi ce terrain tamoul a été, c'est à la fois mon terrain de prédilection depuis une vingtaine d'années, mais aussi pour différentes raisons, un terrain décisif dans la compréhension de la fabrique de cette femme endettée et de la manière dont l'endettement et plus généralement l'économie, la parenté et la sexualité, trois entités qu'on a plutôt tendance à penser de manière dissociée, sont finalement inextricables et forgent la construction de cette femme endettée. Alors moi, je suis une formation économiste avec une certaine appétence pour la mesure. Donc, ce qu'on a fait avec cette équipe et avec cet observatoire qui a été mentionné en introduction, c'est qu'on a collecté des données quantitatives dans la durée, ce qu'on appelle des données panel. On a aussi fait beaucoup d'ethnographie, mes deux collègues sont anthropologues, je me suis mis à faire de l'ethnographie avec eux, des journaux financiers, et puis ce souhait de systématiquement de resituer la spécificité du Katamoul et de ces femmes Dalit dans le temps et dans l'espace, avec ce constat, au final, que la femme endettée, il y a quand même une certaine récurrence dans le fonctionnement des économies capitalistes, et que le Katamoul n'est malheureusement pas une exception.
Alors, peut-être démarrer par trois exemples très concrets. Hein. L'ouvrage est très empirique, et donc je vais, à l'image de l'ouvrage, moi aussi être très empirique. Trois exemples concrets pour vous, voilà, vous avez peut-être en tête Leonardo DiCaprio, la femme endettée, vous ne l'avez pas, donc je vais plonger dans le quotidien de cette femme endettée. Donc je vous emmène dans un village qu'on va appeler Panditour, donc on est en Inde du Sud, hein, ici, là, du Sud. J'utilise un pseudonyme Pushpurani. Elle a une quarantaine d'années quand on la rencontre pour la première fois en 2004. Elle est donc de caste dalit, elle a 2 enfants, elle s'est mariée assez jeune, elle sait tout juste lire et écrire. Elle a toujours eu l'habitude d'emprunter de petites sommes, mais principalement auprès de ses voisines, de ses amis. Et c'est en 2004 qu'elle contracte son premier crédit formel auprès d'une ONG locale. 3 000 roupies, 35 €, en euros, l'équivalent d'un tiers de salaire mensuel à l'époque. En 2022, son encours d'endettement avoisine 800 000 roupies, soit l'équivalent de 9 000 €. Elle est inondée de dettes, dit-elle, pour rendre compte de la profusion d'offres de crédit auxquelles elle a désormais accès. Elle a arrêté ses activités de petit commerce et de salariat agricole, et elle nous dit comment je passe mon temps à faire tourner la dette. Elle jongle effectivement en permanence avec 5, 10, 20 prêts différents, des prêts de compagnies financières qui sont maintenant cotés en bourse, mais aussi toute une myriade de prêteurs informels locaux, prêteurs sur gage, l'élite locale, les voisines, etc. Cette myriade de dettes sert à quoi? L'épicier, le médecin, l'électricité, le pétrole dans la moto de son mari, le mariage de son fils, la rénovation de sa maison. Et un point central, loin des clichés qu'on peut avoir sur l'illettrisme financier, hein, c'est ni lire ni écrire, son quotidien s'apparente à une véritable gestion de portefeuille. Qui suppose une connaissance très fine de la complexité du marché, des différentes options en termes de coûts, en termes de risques, en termes de temporalité, des calculs extrêmement complexes mais très intuitifs de planification, d'actualisation financière, consistant à comparer différents flux financiers en fonction du temps. Comme pour toute transaction financière, négocier est aussi une autre compétence capitale. Et là, son statut de femme l'éloigne des canons habituels de la finance, parce que là, négocier, ça veut dire garder la tête haute, s'exprimer avec assertivité, soigner son apparence, sa tenue, sa posture, montrer qu'on est une femme forte, capable de rembourser ses dettes. Et puis, c'est aussi sourire, charmer, séduire, parfois passer à l'acte sexuel, sans pour autant dégrader sa réputation d'épouse respectable dans un contexte. Sortant du Tamil Nadu, je vous emmène à Thiès, une petite bourgade, une centaine de kilomètres de Dakar, où j'avais fait du terrain à la fin des années 90. Et là, je vous parle de Gumou, 42 ans, 3 ans, elle est polygame, petite commerçante sur les marchés, et qui me confie à l'époque sa fatigue de soigner la honte. C'est une expression très courante chez les femmes sénégalaises de milieux populaires. Et qui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soigner la honte, ça veut dire assumer ses obligations de mère, de coépouse, de sœur, de voisine. Soigner la honte, c'est aussi payer ses dettes. Dans un contexte où l'argent manque en permanence, donc ne pas être endetté n'est pas pensable, mais ne pas rembourser ses dettes, encore moins. Cela reviendrait tout simplement à déchoir socialement les femmes. Tout un tas d'expressions pour désigner les femmes qui n'ont pas payé leurs dettes. À l'époque, cette Gumour s'endettait, pareil, auprès de son voisinage, les petits commerçants sur le marché, quelques prêteurs d'informels. Je retourne là-bas en 2015, je n'ai pas pu revoir Gumour, mais de toute évidence, une grande partie de ces petites commerçantes sont, là, elles aussi, très endettées auprès de compagnies financières privées, tout en continuant à jongler avec tout un tas de dettes informelles, plein d'expressions qui sont utilisées. Fermer un tiroir, sortir un tiroir, enterrer une hyène, déterrer une hyène, pour rendre compte de ce jonglage dont nous parlait Pushpurani. Dernier exemple, je vous emmène en France, un terrain pour moi beaucoup plus familier, où j'avais aussi mené une enquête à la fin des années 90. Geneviève, divorcée, mère de famille monoparentale, 5 enfants, qui me décrivait elle aussi son quotidien consistant à gérer au moindre centime près un budget très tendu, un portefeuille moins complexe que les 2 femmes dont je vous ai parlé, mais qui suppose là aussi quand même des compétences techniques diverses de planification, d'arbitrage, etc. Je rencontre Geneviève qu'une seule fois, mais au cours de cet échange assez bref, elle ne me cesse de parler de sa honte. Honte d'avoir divorcé, honte de ne pas s'occuper bien de ses enfants, à qui elle refuse tout un tas de sollicitations,
Honte d'avoir été surendettée, honte, même si elle a fini par s'en sortir grâce à un dossier déposé à la Banque de France, honte de son corps qu'elle trouve gros, difforme, honte d'avoir longtemps cédé au démarchage à domicile. Le dernier en date, un type lui a fourgué un atlas médical familial, présenté comme un signe de parentalité responsable qu'elle a acheté à crédit. Honte d'aller aux services sociaux, elle parle de la CAF, la caisse d'allocation familiale, c'est un gros truc, et elle a peur en permanence que la CAF lui retire la garde de ses enfants. Un contexte très différent que tout sépare, a priori, l'histoire, la culture, etc. Mais qui se partagent un point commun, qui n'a cessé de m'obséder, et d'obséder aussi mes collègues au cours de ces 20 dernières années, cet endettement des femmes de milieu populaire, qui est crucial à la survie familiale, tout en étant associé, voilà, sentiment de honte, de culpabilité, et voilà, travailler très étroit dans leur corps, dans leur chair, dans leur intimité. Et si on s'est attaqué à ce sujet, c'est aussi parce que pas grand monde ne semble s'en soucier. Priorité est souvent donnée à la dette publique. On parle de la dette publique. La France est très, très, très marquée. Alors, on sait quand même que l'endettement des ménages n'a cessé d'augmenter. Je vous donne ces chiffres-là. Vous voyez la tendance à la hausse. Alors, on a en bas les économies émergentes. On a l'impression que le taux d'endettement dans les économies émergentes est beaucoup moins élevé que dans les économies dites avancées. Il faut bien avoir en tête qu'on a très peu de crédit immobilier, ce qui est principalement sur le crédit à la consommation. Et on a aussi une grande sous-estimation dans la mesure où, dans tout un tas d'économies émergentes, la part de l'endettement informel est quand même très élevée. Donc, on sait que l'endettement est un problème. Alors, le ménage est un problème. En 2019, pour la première fois, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement tirait la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité financière des ménages. Mais la question, la question du genre de cette dette, c'est quelque chose qui est vraiment passé sous silence. Première explication, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. Et on sait bien que ce qui n'est pas compté ne compte pas. Comme si la dette des femmes est mélangée finalement à celle de leur conjoint, comme s'il s'agissait d'un tout indissociable. Les seules données chiffrées systématisées qu'on a portent sur les mères de famille monoparentales et les étudiantes. Donc, tout notre propos consiste à vraiment sortir cette femme endettée de l'invisibilité, avec 4 arguments principaux. Le premier, qui est l'idée d'une véritable division sexuelle de la dette. De la même manière que les féministes ont largement montré qu'il existait une division sexuelle du travail, par-delà les lieux, les époques, avec une spécialisation récurrente des femmes dans certains métiers, en particulier des métiers de soins, des métiers qui sont peu rémunérés, très dévalorisés. Et donc, de la même manière, il existe une certaine spécialisation des femmes dans un certain type de dettes qui sont à la fois des sources d'emprunt spécifiques pour les femmes de milieu populaire. Alors, il y a vraiment une question de genre et de classe qui se superposent. Une spécialisation des femmes de milieu populaire et de subalternes de manière plus générale dans des prêts coûteux, dégradants, et pour certains, qu'on peut qualifier de prédateurs, c'est-à-dire au sens de pratiques injustes et abusives. Je pense par exemple au prêt-sur-gage, une image du 19e. Prêt-sur-gage continue aujourd'hui dans tout un tas de contextes d'être très fortement utilisé. Carte de crédit à la consommation, ce qu'on appelle le payday lending, qu'on va plutôt trouver au Royaume-Uni, aux États-Unis, peut-être aussi au Canada, je ne sais pas. Le microcrédit, les crédits hypothécaires à risque, dont on sait aujourd'hui qu'ils ciblaient en grande partie les femmes afro-américaines et latino, en Amérique du Nord et aux États-Unis et en Espagne. La charge de remboursement est aussi une autre facette de cette division sexuelle de la dette. Gérer les arriérés de factures, traiter avec les huissiers, répondre aux appels des agences de recouvrement, faire face à la désapprobation, le mépris, parfois les insultes de l'ensemble de ces prêteurs, y compris quand il s'agit de dettes communes. Ça, j'y reviendrai. J'y reviendrai plus tard. Mais voilà. Un autre marqueur profond de cette division sexuelle de la dette, c'est la corporalité des dettes féminines, le fait que leur corps, que leur sexualité soit mise en jeu, avec qui sont très anciennes, que les historiennes ont bien répertoriées, jusqu'à des formes très contemporaines de traite et de quasi-esclavage sexuel pour dette, jusqu'à des formes beaucoup plus ordinaires dont il est question dans le livre. Si je reviens à Pouchetoani, la dame dont je vous ai parlé au début, alors comparée à ses voisines, elle s'en sort pas si mal, au sens où
Elle arrive à jongler avec ses dettes et à convaincre ses créanciers par sa capacité de bonne payeuse, par sa réputation de bonne payeuse, par son amabilité, son sens de la plaisanterie. Et elle parvient à limiter l'acte sexuel avec un seul de ses prêteurs qui a fini par devenir son amant au fil du temps. Donc là, on est dans une espèce de zone grise, tout ce que les féministes appellent les échanges économico-sexuels. Argument. Voilà, si la femme endettée est un maillon essentiel du capitalisme, c'est par ça que j'ai démarré, c'est parce qu'on a appelé le travail de gestion de la dette. Lorsque l'endettement des familles des milieux populaires devient une part essentielle de la survie quotidienne, la gestion de cette dette implique des tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages, qui demandent des compétences tout à fait spécifiques. Et ça crée de la valeur. Donc, c'est du travail. Le travail de cette dette suppose des compétences qui sont à la fois cognitives, relationnelles, mémorielles, émotionnelles, sexuelles parfois. Et comme tout type de travail, ce travail de la dette, il est plus ou moins productif. Et ce qu'on observe, c'est que dans nombre de circonstances, la solidité financière des familles de milieux populaires dépend finalement tout autant de leurs revenus que de leurs compétences de gestion financière, et en premier lieu, des compétences de gestion financière des femmes. Et alors, le rapport avec le capitalisme, le travail de la dette, il contribue au système capitaliste de différents. Premièrement, il maintient à flot les finances des familles, tout en compensant l'incapacité du capital privé à payer des salaires décents. C'est parce que les personnes peuvent s'endetter que les employeurs peuvent payer des salaires aussi bas. Deuxième chose, le travail de la dette contribue aussi à compenser les défaillances de l'État, puisqu'une grosse partie de ces dettes sont pour des dépenses de protection sociale, santé, éducation. Et puis enfin, le travail de la dette, il nourrit les appétits voraces de l'industrie financière. Je donne quelques chiffres. Ce qu'on appelle le service de la dette, dans le pourcentage des revenus qui sont dédiés au remboursement de la dette, dans les enquêtes qu'on a menées au sud du Tamil Nadu, on est à 44% en 2010. Je gagne 100, genre 44% sont dédiés au remboursement de la dette. En 2016, on est à 48. En 2020, on est à 68. Sur ces 68, 30 sont pour les intérêts. 30% des revenus familiaux qui servent les appétits de la finance. Autre argument, d'autres, quelques données chiffrées sur l'endettement féminin. Une des particularités de cette enquête, ça a été de désagréger par genre, puisque les statistiques, je vous le disais tout à l'heure, généralement n'existent pas. Et donc, il y a plein de je pourrais partager. C'est de comparer la part de revenus féminins et la part de l'endettement féminin, c'est-à-dire qu'en 2016, sur 100 de revenus au sein d'une famille, 22 sont gagnés par l'épouse, ou par l'ensemble des femmes de la famille. 24% en 2020, alors que la part de leur endettement est de 52% en 2020. Donc, il y a un décalage en fait entre la part qu'elles occupent dans les revenus et la part qu'elles occupent dans l'endettement. Et le point crucial, c'est cette surexposition au remboursement. Là, c'est la technique des journaux financiers qui a été cruciale pour observer cela. Le fait que, en fait, on pourrait imaginer que dans la mesure où les hommes gagnent plus que leurs épouses, c'est eux qui vont payer les dettes de leurs femmes. Et bien non, c'est l'inverse. Les femmes payent très souvent les dettes de leurs maris. Et on voit ça dans le contexte français aussi. Voilà, c'est pas du tout J'insiste beaucoup sur le fait de sortir de la singularité tamoule. On n'est pas sur un truc de pays arriérés. Non, il y a quelque chose de très universel dans ce que je vous raconte. Autre argument, c'est cette idée de dette patriarcale. Vous pouvez me demander, mais finalement, pourquoi les prêteurs ciblent ces femmes pauvres, tout prêteur, manuel de finances, prêter, ça suppose une certaine solvabilité. Et le premier réflexe d'un prêteur, c'est de voir quelles sont les garanties, les revenus, le patrimoine que les débiteurs ont. Une analyse classique bancaire conclurait qu'elles sont insolvables. Pas ici pour regarder ce que nous dit l'anthropologie, ou même la philosophie sur les questions d'endettement. L'histoire du crédit et de la dette montre que les bons payeurs ne sont pas nécessairement les plus fortunés, mais plutôt celles et ceux qui n'ont pas le choix. Là, je vous renvoie à la fresque historique de David Graeber, La dette, 5000 ans d'histoire, qui montre très bien que
au cours de l'histoire, paysans, artisans, prolétaires, dominés de toutes sortes, n'ont eu de cesse de payer leurs dettes, tandis que les dominants, les seigneurs, les propriétaires terriens, les dirigeants, les États, aujourd'hui les banquiers, payent leurs dettes de manière beaucoup plus capricieuse. Alors, on trouve cet argument aussi de philosophie, y compris sur la question morale. Je pense par exemple aux travaux de Nietzsche, qui interprétait la morale chrétienne comme une morale de la dette et de l'obligation, où les fidèles chrétiens sont transformés en débiteurs perpétuels. C'est ce qui les amène à adopter des codes très rigides de comportement. Vous avez le philosophe Maurizio Lazzarato récemment qui reprend les analyses de Nietzsche en montrant comment aujourd'hui on n'est plus endetté auprès des dieux, mais on est endetté auprès du capitalisme, et dans un contexte de politique d'austérité qui ne cesse d'inculquer une morale de la responsabilité individuelle aux classes populaires. Et de par cette morale de la responsabilité individuelle, les pauvres payent leurs dettes parce qu'ils se sentent coupables de leur situation. Alors, ce que nous disent ces différents travaux, c'est à quel point le langage de la dette, c'est bien loin d'être une transaction, d'être simplement une transaction financière, justifie et renforce des dominations de nature multiple, domination de classe, domination religieuse. Je n'ai pas pris le temps, mais on pourrait appliquer ça, et deux auteurs l'ont fait, aux dominations de type racial. Le propos ici, c'est de dire qu'il est tout aussi crucial de reconnaître l'existence d'une dette spécifiquement patriarcale que tous ces auteurs, aussi brillants soient-ils, ont superbement ignoré. Avec cette idée que les femmes, de par leur statut de femme, sont finalement condamnées à expier une dette qu'elles ne pourront jamais rembourser, et comme si la dette en tant qu'obligation était finalement une condition ontologique de la féminité. Si je reviens à Couche pour Annie pour donner un peu de chair à ce que je vous décris, elle jongle avec tous ses prêteurs, elle a parfaitement conscience du jeu de séduction qu'elle déploie pour maintenir sa solvabilité. Ce jeu l'a parfois amusée. Aujourd'hui, le cœurs, il la dégoûte. Elle ne cesse de nous partager ces dilemmes éthiques auxquels elle se confronte par ce jeu qu'elle joue. Est-ce que je suis une bonne mère? Elle me demande, est-ce que je suis pas une pute? Ultime insulte, dans un contexte où la sexualité déviante relève plus de l'opposition entre prostitution, sexualité conjugale qu'entre hétérosexualité, homosexualité. Et ces questionnements éthiques, vraiment la honte, la ronge, la mine de l'intérieur, si bien qu'au poids des obligations financières se rajoute ce tiraillement, cette angoisse de la culpabilité et plus encore de la honte, celle de manquer de dignité et de respectabilité. Et vraiment, le point sur lequel on insiste tout au long de l'ouvrage, c'est que voilà, cette femme endettée qui a failli écraser par ses dettes financières, mais en même temps se sent honteuse et coupable, et c'est bien parce qu'elle se sent honteuse et coupable qu'elle ne cesse, sans relâche, quels que soient les sacrifices, de payer ses dettes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, cette dette patriarcale, d'où elle vient, et c'est là où le détour tamoul, pour moi, a été vraiment éclairant. J'ai écouté récemment à la radio un célèbre anthropologue français, Georges Balandier, qui disait qu'il manquait complètement d'imagination. Les romanciers, la littérature peuvent élargir le champ des possibles grâce à l'imagination. Et qu'en sciences sociales, il y a quand même une manière, sûrement d'imagination, de s'ouvrir l'esprit, c'est de faire c'est-à-dire la comparaison dans le temps, dans l'espace. Et ici, en l'occurrence, vraiment, le terrain indien a été décisif, même si j'ai fait d'autres terrains, alors celui-ci est le plus approfondi, mais pour vraiment saisir cette fabrique. Il y a 20 ans, quand je débarque là-bas, la femme n'existe pas. Et ce qui est fascinant avec le terrain tamoul, c'est qu'en 20 ans, il y a eu l'explosion de ce marché du crédit dédié aux femmes, et en même temps, transformation radicale des normes de parenté et de sexualité. Et donc, pour moi, voilà, il y a vraiment eu c'est comme si ça jouait un rôle de laboratoire, finalement, pour comprendre comment ces trois entités se co-construisent. En bref, alors que il y a quelques décennies, les femmes Dalit étaient considérées comme des individus économiquement productifs, relativement libres sur le plan sexuel. Elles sont aujourd'hui appréciées principalement pour leur responsabilité en matière de procréation et pour leur chasteté. Cette évolution elle a deux conséquences radicales sur les questions d'endettement. D'une part, la première chose, c'est que les femmes elles-mêmes cherchent à s'endetter pour compenser la diminution de leur valeur économique. On pourrait dire l'endettement des femmes, c'est la machine capitaliste qui a compris que ces femmes-là étaient disciplinées, dociles et que c'était un processus descendant.
Ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est que les femmes elles-mêmes sont extrêmement demandeuses de ces crédits. Donc là, il faut regarder l'autre face de la pièce. Avant d'être une dette, c'est un crédit, une somme qui est mise à disposition, qui permet de se projeter dans l'avenir, qui est aussi une forme de reconnaissance. On fait confiance à la personne à qui on prête. Ce qui explique d'ailleurs que bien au-delà du catamoul, dans de nombreux contextes, les personnes du milieu populaire sont désireuses de crédit. On va retrouver cet aspect-là dans bien d'autres contextes. C'est toute l'ambivalence du processus. Et puis la deuxième conséquence par rapport à notre propos et la fabrique de la femme endettée, c'est cette éthique du remboursement très stricte, qui est liée étroitement à ce sentiment de dévalorisation, d'inutilité, et d'apparaître comme une femme respectable, etc. Et là, la comparaison de plusieurs générations au cours de ces 20 ans a été cruciale pour voir à quel point on a vraiment une transformation de qu'est-ce que c'est que la féminité dans ce contexte-là. Alors, voilà, j'insiste, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'idéaliser un passé où les femmes auraient toutes les libertés, non, pas du tout, absolument pas. Mais simplement d'insister sur la manière dont on avait un processus de dévaluation économique, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, très lié au déclin de l'agriculture, notamment, et aussi de tout un tas de mouvements sociaux très conservateurs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà, ce sentiment d'inutilité, mais aussi ce sentiment, un sentiment originel de honte et de culpabilité qui est aussi renforcé par la dépossession de leur sexualité et leur négation du plaisir sexuel, qui fait qu'à ne cesse de se demander, on a tout un tas de témoignages aussi sur ces aspects-là, le fait que tout acte sexuel est considéré comme de la souillure et donc participe de cet endettement perpétuel comme condition finalement ontologique de la féminité. Je regarde l'heure. Un autre point sur cette fabrique. En regard, la masculinité se transforme. La masculinité n'existe que par rapport à la féminité et vice-versa. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, la respectabilité masculine dans ce contexte tamoul dalit suppose l'autonomie financière. Ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. La dette était une pratique très ancienne. Aujourd'hui, s'endetter pour joindre les deux bouts est devenu dégradant, donc et masculin, donc laissé aux femmes. Et là, alors je tente un détour un peu rapide, je n'ai pas trop le temps, mais on le fait dans l'ouvrage de manière plus approfondie. Regardez ce qui se passe dans l'économie et la société de l'Angleterre victorienne du 19e et au moment de la révolution industrielle. Nous, les historiens ont bien montré à quel point on assiste aussi, de manière beaucoup plus lente, mais à une féminisation et stigmatisation des marchés du petit crédit à l'époque. Autre point central, je parle beaucoup des femmes, évidemment, la dette n'épargne pas les hommes. Évidemment, la dette n'épargne pas les corps des hommes, et en particulier les corps des hommes subalternes. Hier comme aujourd'hui, voilà, on regarde du côté de la paysannerie, que l'on regarde du côté des dettes mafieuses, où la mise à mort, le suicide sont des choses très prégnantes. Mais notre propos, c'est de dire qu'il y a quand même quelque chose d'unique dans l'endettement des femmes, cette consubstantialité à leur corps, leur sexualité et à leur assignation à un statut d'être dépendant et inférieur. Voilà, c'est ça qui nous semble vraiment tout à fait singulier. Alors, crise, voilà, la question des innovations. Moi, j'ai été vraiment formée sur cette idée de systématiquement porter un regard critique sur la réalité, regarder comment la domination ne cesse de se reproduire, de se déplacer, voilà, et comment la machine capitaliste ne cesse sans cesse de créer de nouvelles formes d'inégalité, d'exploitation, de paupérisation, et en même temps, un regard possibiliste, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de voir, y compris dans des interstices, y compris de manière éphémère, fragile, mais n'y a-t-il pas quand même des lignes de fuite qui permettent d'envisager un horizon plus positif. Donc on a une réflexion dans le dernier chapitre et dans la conclusion sur voilà, comment penser le futur de la dette. Et donc, on a un chapitre qui est dédié à ce qu'on a appelé les dettes humaines et solidaires, avec quelques points essentiels. Je vais vite pour arriver au bout. Le premier, c'est qu'il y a vraiment cette idée que le problème n'est pas la dette, mais c'est la dette asymétrique. Une dette asymétrique, que l'asymétrie soit de nature morale, financière, ou les deux à la fois, puisque bien souvent, ça s'entremêle.
Ce qu'on observe empiriquement dans le catamoul, mais ce n'est pas du tout spécifique au catamoul, c'est qu'il y a bien d'autres formes d'endettement. On décrit de manière relativement détaillée des circuits d'endettement entre voisines, au sein d'une partie de la parentèle, avec leurs amants, où les femmes occupent aussi des positions de créditrices. La productivité de la dette dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément de pouvoir occuper le plus souvent possible une place de créditrice. Et donc, la question centrale qu'on s'est posée, c'est que nous disent ces réseaux de dette et de créance? Est-ce qu'ils peuvent laisser entrevoir d'autres formes de finances? Alors, ne rêvons pas, ne romantisons pas. Ces circuits n'ont ni le potentiel, ni l'ambition de renverser ni patriarcat, ni capitalisme, mais ils permettent de repousser les frontières de nos imaginaires. Voilà, avec ce premier constat que la dette n'est pas forcément quelque chose de négatif, qu'elle peut être aussi de nature réciprocitaire, qu'elle peut aussi articuler des sentiments tout à fait positifs, de soins, d'attention, sans pour autant tomber dans une romantisation, les femmes pauvres s'entraident, etc. C'est aussi très ambigu, et il y a aussi une articulation permanente avec du calcul. Hein. Mais ce qui est intéressant dans ces circuits d'endettement locaux, c'est que épargner dans un compte bancaire n'a aucun sens. L'épargne bancaire est véritablement vécue comme une dépossession. La richesse n'est de la richesse que lorsqu'elle circule. Et donc, autant les politiques de microcrédit ont très bien fonctionné, autant les tentatives répétées qui datent de la période coloniale et que l'on retrouve aujourd'hui encore de mobilisation d'épargne bancaire, c'est l'échec total. Pour les bancariser, y compris les femmes, elles ont parfois plusieurs comptes bancaires pour toucher les prestations sociales. On est dans un contexte où il y a quand même un certain nombre de prestations sociales qui sont proposées, même si elles sont largement insuffisantes. Donc, il faut un compte bancaire pour toucher ces prestations sociales, mais si tout l'argent arrive, si tout est retiré, et ce qui compte, c'est de faire circuler l'argent dans les réseaux locaux. Et le constat qu'on se fait, c'est que finalement, ces femmes ont une emprise sur leur richesse que nous trois, les auteurs de ce livre, et que peut-être vous dans la salle, hein, où on met notre argent à la banque et on ne sait pas où il va, on ne sait pas financer l'armement, etc. L'autre point, et je vais terminer là-dessus, c'est voilà, dette patriarcale. En conclusion, on mentionne un certain nombre de campagnes féministes de lutte contre ces dettes, qui sont surtout présentes dans différents contextes d'Amérique du Sud. Notre propos consiste à dire que ces campagnes, elles sont essentielles, et en même temps, il semble du tout prétendre donner de leçons à qui que ce soit, et en particulier à des mouvements féministes qui ont compris bien avant beaucoup d'autres que la dette féminine était un problème. La question centrale, me semble-t-il, c'est vraiment de réévaluer qui est créancier, qui est débiteur dans cette histoire. Parce qu'on a cette espèce de paradoxe, l'ignominie de cette dette patriarcale. C'est qu'à d'un côté, les femmes se sentent des débitrices perpétuelles, alors même qu'elles payent leurs dettes sans cesse. Et alors même que dans le même temps, elles ne cessent de rendre des services considérables à l'ensemble à leur famille, à leur parentèle, à leur lignage, à l'ensemble de la nation. Donc on a vraiment cette question centrale, mais finalement, dans cette histoire, qui est créancier, qui est débiteur? Ne faut-il pas changer la dette doit changer de camp, on pourrait dire, pour prendre un slogan. C'est pas la honte doit changer de camp, mais la dette doit changer de camp. Et au terme de notre voyage, je crois qu'il y a vraiment deux leçons qui semblent cruciales. La première, c'est que cette femme endettée, elle semble avoir une certaine récurrence. Hein, si on se plonge dans ce que écrivent les historiennes et les ethnographies d'autres contextes, on voit bien à quel point la femme endettée revient sans cesse. Et en même temps, sans être une fatalité, puisque voilà, en pays tamoul, il y a 25 ans, la femme endettée n'existait pas. Hein, c'est là où la perspective comparative est quand même intéressante. Et puis le deuxième point, c'est c'est vraiment cette centrale des normes de parenté et de sexualité, hein, qui pour nous a été vraiment le de notre réflexion, et avec ce constat que c'est finalement la culpabilité féminine, hein, qui forge la figure de la femme endettée. Culpabilité qui procède de la définition même de la féminité, hein, définie comme l'autre. Celles et ceux qui ont lu Simone de Beauvoir, c'était ainsi cette manière-là qu'elle définissait la féminité, comme l'autre, comme nécessairement inférieure, dépossédée de son individualité, de son corps, de sa sexualité, etc. Et donc, le
point sur lequel on termine, et je m'arrête là, c'est de dire que les luttes contre l'endettement, finalement, ne résoudront rien tant qu'elles ne s'attaqueront pas à ces systèmes de parenté et à ces idéologies patriarcales qui privent les femmes de l'accès au capital, mais aussi du contrôle de leur corps, de leur sexualité, et qui les enferment dans un statut ontologique de débitrice et de coupable. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, je vais tourner. Oui, oui. Tu peux commencer. Alors, merci beaucoup Isabelle. Vraiment, là, tu étais dans le temps. Puis, en plus, comme on le sait, les slides sont toujours réducteurs quand on pense à tout le travail qu'il y avait derrière. Moi, j'étais impressionnée par la complexité de la démarche, puis tous les dilemmes auxquels ils étaient confrontés, éthique, logistique, etc. Donc, merci beaucoup. Donc, on arrive au moment de la discussion. Je pense que c'est Audrey qui va commencer. Vous avez toutes les 15 minutes si on veut donner la demi-heure aux personnes dans la salle et sur Zoom. Donc, je vais tourner. Par contre, attends, je vais... C'est très bien, Lovas. Tu peux encore décaler, puis baisser un peu l'écran. Comme ça. C'est parfait, puis baisser. Super. Merci. Bonjour tout le monde. OK, j'ai peut-être pas, je vais pas suivre exactement là, le protocole qui avait été prévu. Là, j'ai peut-être une série de questions pour ouvrir la discussion, puis ensuite peut-être une deuxième série de questions. Peut-être que certaines questions vont sembler, Isabelle, peut-être moins à propos, ou enfin, c'est très correct. Là. J'y vais comme la présentation m'a laissé penser, en fait, et émerger là, certains questionnements. Entre autres, en fait, ma première question, c'est que la dette, elle est antérieure au capitalisme et un des enjeux actuels de la discussion des féministes en ce qui a trait au capitalisme, c'est d'être capable de distinguer qu'est-ce qui relève du patriarcat ou qu'est-ce qui est un héritage patriarcal et qu'est-ce qui est un héritage du capitalisme. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression que la dette vient brouiller un petit peu les pistes parce qu'il est question de monnaie, il est question de rapports sociaux, économiques, mais on n'est pas encore dans un système capitaliste, c'est-à-dire où l'obligation finalement de vendre sa force de travail sur un marché la seule issue qui est possible pour quelqu'un qui possède ni terre, ni patrimoine financier. Donc, j'aimerais un petit peu entendre là, comment on peut comprendre la dette à la lumière de cette discussion-là, un petit peu là, sur qu'est-ce que finalement ce travail-là dans votre livre vient démontrer sur la relation entre patriarcat et capitalisme, d'une part. Des questionnements aussi plus profonds que j'ai personnellement sur la financiarisation ou en ce qui a trait en particulier le parcours individuel. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la financiarisation en lien avec les entreprises boursières. Donc, moi, j'étais en plein dans le Wolf de Wall Street. Et donc, je me demande en fait qu'est-ce qui est caractéristique de la financiarisation dans cette époque ou dans cette figure de la femme endettée. Est-ce que c'est finalement l'ouverture du crédit institutionnalisé ou plus structurel, inséré dans les systèmes financiers? Est-ce que la financiarisation, c'est l'endettement contemporain de ces femmes-là au sens général?
ou encore c'est peut-être associé aussi à des développements néocoloniaux des corporations finalement du Nord global qui ont vu dans le Sud global des opportunités de profitabilité finalement. Et est-ce qu'il y a un lien entre peut-être une sorte de saturation du marché, en tout cas, surtout dans les pays du Commonwealth, mais une sorte de saturation du marché de la dette des ménages dans le Nord global qui fait que finalement, on travaille sur des débouchés dans le Sud global un petit peu. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Et éventuellement peut-être reparler un petit peu plus tard de d'autres points. Merci. Donc, je réponds. Hein. Oui, oui. Oui. Merci. On est là sur deux questions tout à fait essentielles, en fait. Je vais peut-être démarrer par la seconde. Peut-être qu'il y a plusieurs choses. Pour moi, la financiarisation, c'est le fait de transformer une entité en actif financier. La période actuelle me semble être caractérisée par la financiarisation de tout un tas d'activités dites de production sociale. De manière quand même extrêmement variable selon le contexte. Si on et je pense que c'est tout à fait fondamental de s'interroger effectivement sur les continuités avec ce qui s'est passé historiquement. Donc, si je prends le premier exemple dans le cas Tamoul, où finalement, ce sont les femmes qui sont les actifs financiers. Beaucoup plus que la santé et l'éducation qui restent, les gens s'endettent, mais on est dans l'endettement. On ne peut pas confondre l'endettement pour se soigner et financiarisation, hein, des degrés différents. Hein. Là, je dirais que ce sont les femmes qui sont les actifs financiers, ciblées par ces compagnies financières qui sont aujourd'hui plus frontières. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y avait, je ne sais pas si la personne est dans la salle, qui s'était exprimée par mail en disant mais oui, il y a d'autres manières de faire de la finance, et cette personne citait à juste titre ACEFA, qui est une organisation à but non lucratif qui intervient, je connais très bien, et qui intervient dans les zones où on est. Mais là, sur des questions systémiques, en fait. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'organisations qui veulent faire des choses autrement, qu'on a suivies dans la durée, qui au début ne voulaient pas faire du crédit pour certains. Ce sont les femmes qui leur ont demandé. C'est là où ça devient très complexe. Vous voulez que les femmes elles-mêmes sont demandeuses. Et donc, vous avez des ONG qui faisaient de la santé et de l'éducation et qui sont trouvées à faire du crédit pour répondre à cette demande. Parce que les femmes disaient très clairement, et je dis, voilà, il n'y a pas sur le terrain, vous avez un espèce de déclic. Voilà, si je veux exister chez moi, je dois. Je me suis perdue. Donc, le Catamoul, voilà, avec les questions systémiques, c'est-à-dire que des organisations qui essayent de faire les choses autrement ont beaucoup de mal. Je ne sais pas s'il y a assez de femmes, on parle de monsieur, elles existent encore, j'ai des doutes. Tout un tas d'ONG ont disparu parce que, voilà, pour toutes les raisons que je. Et si on compare avec régulièrement, on fait des incursions historiques parce que je trouve que c'est tout à fait passionnant de voir comment cette histoire se répète. Et en même temps, il ne faut pas non plus faire des analogies passées. Donc, l'Angleterre victorienne n'est pas le Scandinavie du XXe siècle. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, quand on regarde, le point commun, c'était vraiment cette spécialisation des femmes, cette émergence de la famille nucléaire hétérosexuelle. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc, les féministes ont bien montré à quel point c'était une figure indissociable du capitalisme. La différence avec cette époque va être vraiment une morale de l'épargne, de la prévoyance, hein, avec un tas de cours d'éducation ménagère de la part des dames patronnesses, insistant à inciter les femmes à épargner, à faire preuve de prévoyance. C'est aussi l'émergence des premières pièces d'épargne populaires, hein, en fait, d'épargne par exemple. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une rhétorique comme, voilà, comme quelque chose de source d'émancipation, de responsabilisation individuelle, etc. Et là, il y a quand même une rupture. Et qui, de toute évidence, répond à un besoin de la part des marchés financiers de trouver sans cesse de nouveaux débouchés. Voilà, c'est Rosa Luxembourg, voilà, une nouvelle configuration. Et donc, on va financiariser à la fois dans des contextes
sais pas, je pense en Australie, où il y a, je pense à un bouquin, je m'échappe, mais où il montre à quel point on est même en degré de financiarisation, avec y compris la titrisation sur les factures d'électricité. À la fois une financiarisation de la vie quotidienne dans des marchés qui sont déjà saturés, mais du coup, on va toujours chercher à financiariser une nouvelle chose. Et puis voilà, les pauvres, ils sont pauvres, mais ils sont nombreux. Donc, les marchés du futur, et ce sont déjà les marchés d'aujourd'hui, pour les téléphones portables, pour la finance, etc. Sur l'autre question, voilà, sur cette question de voilà, le questionnement permanent du féminisme, en fait, hein, qu'est-ce que le patriarcat, capitalisme, donc il s'agit là surtout pas de dire que le capitalisme a inventé la femme endettée, il y a vraiment la féminité toutes les historiennes, les paléontologues ont bien montré que malgré les recherches, chercher, trouver un paradis du matriarcat, je crois que la conclusion est là très négative et antérieure au capitalisme, mais là, je dis quelque chose d'assez banal, la manière que le capitalisme sur le travail s'est engouffré dans ces normes de parenté pour les remodeler et les transformer, là, on assiste un peu au même processus, quoi. J'ai un point quand même de vraiment le jargon féministe de l'intersectionnalité. Patriarcat, capitalisme, mais aussi d'autres formes de domination. Quand je parlais de l'autre face de la dette qui est le crédit, voilà, crédit, la confiance. Quand des catégories subalternes, que ce soit des Dalits ou Taminabis, que ce soit des personnes racisées en Afrique du Sud, je pense aux travaux de Deborah James, que ce soit des milieux populaires en Argentine, je pense aux travaux d'Adrien Sayac, on pourrait multiplier les exemples. Ces personnes-là, pour la première fois, prêtent de l'argent sans que ce soit de la servitude pour dette, la dette d'argent, sans que ce soit attaché à la mise en gage des corps, émancipateur en fait. Au moins dans un espoir d'émancipation. Et là, dans le catamoule, vraiment peut-être que en 30 minutes, c'est toujours un peu difficile. On fait parfois des simplifications un peu rapides. Surtout pas donner l'impression qu'il y a eu un âge d'or des Dalits, des femmes Dalits il y a 30 ans. Non, c'est la tête en fait. Et la domination se déplace. Passe l'expression d'une femme, une fois que j'avais trouvé extrêmement éclairante, c'est avant on était endetté on était esclave auprès d'une personne, avec les références à un passé agraire. En Inde, on a encore le système de servage, en fait. Les travailleurs attachés à vie, toute la famille, qui travaillent pour un propriétaire terrien. Ce système-là ne pouvait pas tomber en désuétude. Et donc, cette dame me dit, avant, on était esclave pour une personne, maintenant, on est esclave pour 100 personnes. Il y a un peu d'humour, rendre compte de la manière dont pas une dette de caste unilatérale à une dette patriarcale et capitaliste qui est démultipliée. Pareil, le degré de domination, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on est aussi qui. Par exemple, c'est qu'on est dans des contextes, je crois que c'est propre à un grand nombre de contextes d'économie émergente, c'est qu'on est vraiment dans des perspectives l'espoir de mobilité sociale, le crédit. La femme dont je vous parlais en France, là, voilà, nord de la France, dans les années 90, une zone de déclin industriel où là, on n'est plus dans notre type. Alors, rapport au crédit va être, on cherche à tout prix à éviter de s'endetter. On ne pas s'endetter pour espérer une mobilité sociale dont on sait qu'elle n'arrivera plus. Voilà comment je. Merci Isabelle. Merci d'être venue, d'avoir pris le temps de présenter ce voyage. J'aime bien l'expression que tu dis. À la lecture de cet ouvrage, on fait le voyage avec vous. On s'attache aussi autant à votre trio de chercheurs, aux personnages que vous avez suivis durant. J'ai préparé une série de une ou deux questions d'ouverture.
Et je vais y aller rapidement parce que je veux qu'il nous reste pardon, du temps pour les échanges avec la salle, autant physique que virtuelle. Mais donc, en quelques mots, un ouvrage qui, pour moi, présente vraiment un travail innovant d'économie politique féministe. Il y en a peu. Et il y en a surtout à peu près pas sur la dette, sur l'endettement. Et il n'y en a clairement pas sur les dettes bas de la pyramide. En fait, pour moi, c'est la première fois qu'on m'était donné la chance de pouvoir avoir une réflexion aussi complète sur cette intrication entre les relations société, femmes à la périphérie et ce rapport-là, justement, à l'endettement. Et j'ai fait un travail d'économie politique, mais c'est un travail qui est clairement transdisciplinaire, qui convoque à la fois toute la démarche ethnographique, mais aussi des travaux historiques sur les femmes et le crédit dans différentes périodes historiques et des périodes qui sont marquées par des crises, que ce soit des parfois autour de la COVID, qui est peut-être la plus récente crise, mais qui nous amène toujours dans cette tension. Et je pense que c'est un ouvrage qui, oui, si vous... Bon, Isabelle, tu te définis comme une économiste. Moi, je dis, je suis à la fois économiste et politiste, je me dis, c'est un réel travail d'économie politique, mais transdisciplinaire, et je trouve que ça reflète aussi la complexité de cet ouvrage-là. Vous avez réussi à réellement mettre en place un casse-tête qui fonctionne au plan épistémologique et méthodologique parce qu'elle est rendue visible finalement, cette femme endettée. Le réel problème et cette complexité et qui nous amène au final à comprendre à quel point il faut la rendre visible, cette femme, pour sa contribution, pour son travail. À quel point aussi, et là pour moi ça a été vraiment frappant, je le savais, bon, au plan de la critique en économie politique, que l'unité du ménage au plan statistique est frauduleuse en quelque sorte. On ne comprend pas ce qui se passe, que c'est une voie noire. Mais à quel point on ne savait rien sur la dette des femmes, ou on ne savait rien sur l'endettement au plan des agrégés, ça m'a même frappé. Et là, j'ai fait le chemin avec vous de constater à quel point on parle d'inclusion financière depuis quoi maintenant? Au moins 30 ans. Mais ce qui nous intéresse, à partir du moment où on a compris à quel point la machine du développement néolibéral est à inclure en masse, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'intérieur, justement, de cette relation. Il faut qu'elles sont incluses. Qu'est-ce que les femmes consomment comme dette? Combien elles payent à qui? Revient à cette notion de rapport. Et sur ça, j'aimerais t'entendre sur les perspectives de recherche que ça peut ouvrir. C'est-à-dire, est-ce que votre voyage que vous avez fait, vous avez des ambitions de le refaire ailleurs, de poursuivre le voyage avec vos mêmes panels? Je ne sais pas à quel point vous avez développé des relations avec vos classes, mais c'est une question qui m'animait à la fin de l'ouvrage. Et peut-être deux réflexions. J'invite les membres du CITES. Vous avez la chance, on va commander l'ouvrage à la bibliothèque. Je vais m'assurer que l'UQAM en a une version numérique pour que ça puisse circuler. Et à poursuivre la réflexion avec le collectif d'auteurs-autrices, avec Isabelle, ses collègues, cette tension-là entre l'émancipation et l'exploitation. Et je trouve que ça rejoint beaucoup les travaux du CRIMS. Je pense à Paul André aussi, qui nous a fait lire Nancy Fraser, qui nous a amené à réfléchir avec elle, parce qu'on est toujours dans cette tension-là, à savoir qu'on peut penser à une émancipation qui serait de l'ordre finalement de l'empowerment, mais pas un empowerment comme il a été conçu ou mis de l'avant par... je cherche des mots polis, là, mais par les gens qui ont cru très, très fort dans le crédit qui permettrait de résoudre le problème de pauvreté globale. Pas cet empowerment-là, OK? C'est bien dit, j'ai fait poli, ça a bien fonctionné. Mais je veux dire, c'est-à-dire que si la dette est une relation de pouvoir, est-ce qu'elle peut devenir de l'empowerment, c'est-à-dire être réellement renversée comme rapport de pouvoir, donc de reconnaître que collectivement, si le capitalisme fonctionne, c'est qu'il est endetté envers dans ce sens-là. Est-ce que cette potentialité très, très radicale, on peut la penser, où ça peut amener les collectifs de recherche aux crises, autant l'axe de travail, emploi,
et les autres, qu'est-ce comme collectif de recherche à ce niveau-là? Parce que s'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise dette, comme vous le dites en conclusion, et que c'est la relation qui compte, il me semble qu'il faut être capable. Et revisiter Polanyi avec Fraser, comme vous le dites aussi. Merci. Merci Marie pour ces questions tout à fait stimulantes. Alors, sur la suite du voyage, il y a la suite du voyage, il y a deux choses. La première, c'est un projet avec ces deux collègues, mais aussi avec des collègues qui travaillent sur le Brésil et sur la France, qu'on a appelé l'iceberg de la financiarisation. Et que aujourd'hui, il y a quand même un certain consensus sur le fait que la financiarisation est un problème, l'extraction financière sur les salaires qui est dramatique. Soit, mais avec une focale sur le haut de l'iceberg, avec des paradis fiscaux, etc. Et donc, on s'est associé avec des collègues qui travaillent sur les économies criminelles, et avec l'idée de dire que le bas de l'iceberg, il y a depuis les micro-dettes qui inondent en fait. On est dans un contexte où il y a un besoin permanent de liquidité qui vient en grande partie des économies criminelles. On les pense au Brésil, donc on a un collègue qui travaille sur le Brésil, on les pense en Inde, il y a un collègue qui travaille en France. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer que l'économie française est aussi très criminalisée. Et l'idée, alors empiriquement, ça pose plein de questions, c'est pas un projet très simple, mais on a vraiment l'idée de montrer à quel point la touche pour année dont je vous ai parlé, elle est reliée à BNP Paribas, BNP Paribas en France, qui elle-même traite avec des économies criminelles diverses, pas se passer de cette manne financière, avec à la fois des interconnexions très fortes à toutes les différents moyens de la chaîne, et puis aussi des logiques. Alors, historiquement, il y a cette image permanente qu'on trouve dès l'époque coloniale, mais aussi l'Europe, voilà, comme catégorie de population, je ne vais pas citer les noms, qui ont été systématiquement diabolisées par leur activité de prêt prédateur. Et construction permanente de cette figure des prêteurs pour légitimer un marché financier qui serait transparent, contractuel, etc. Et ça, il y a quand même une... Et ce qu'on veut montrer, c'est à quel point le système bancaire français, par exemple, fonctionne de manière absolument abusive et avec des techniques sur les questions de recouvrement, en particulier, mais pas que. Voilà, ça c'est la suite du voyage. Et en genrant l'analyse, c'est-à-dire que les communes criminelles, on a tendance à penser qu'il n'y a pas de femmes, mais je suis sûre qu'elles y sont, mais je ne sais pas sous une forme ou sous une autre. On a déjà commencé à explorer un peu. Voilà. L'évidence, voilà, c'est la question des hommes et des femmes, mais c'est surtout la question des normes de masculinité et des normes de féminité et comment, à différents échelons, ces normes-là construisent en fait partie prenante de ces chaînes de l'Est. Le premier voyage à venir. Et le deuxième, c'est, voilà, regardant le panneau crise, là, moi j'ai toujours j'ai été formée comme ça en fait, dans un labo de recherche qui considérait qu'il y avait une responsabilité de la part des chercheurs d'être attentifs aux innovations sociales, aussi innovations très larges, y compris, peut-être plus souvent, des innovations qui ne sont pas du tout institutionnalisées et qui sont souvent disqualifiées parce que petites, fragiles, parce que les femmes, parce que les pauvres, et avec l'idée que ouais, si on a autant de mal à penser les alternatives, c'est aussi parce qu'une grande partie de la recherche a disqualifié ces initiatives parce qu'elles ne correspondent pas à des idéaux d'émancipation. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que c'est l'émancipation? Il m'a fallu des années pour observer que finalement, des choses qui m'avaient complètement semblé anecdotiques au début étaient finalement très politiques. Et donc, je pense à on a travaillé avec beaucoup d'ONG, qui aujourd'hui, pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est l'emprise de la finance qui a supprimé tout un milieu associatif. Et ces ONG, alors, sur les ONG, c'est pas rentrer dans le détail, mais
un certain nombre d'entre elles, finalement, ce qu'elles ont offert à ces collectifs féminins, c'est des espaces qui existent encore aujourd'hui et qui sont articulés à ces circuits de dont je parlais, où les femmes, en fait, se rapprochent leur corps. On les voit, au lieu d'être emboncées dans leur sarnie, les jambes croisées, enfin, pas les jambes croisées, c'est d'autres postures que je dirais chez nous, voilà, au lieu d'être des talons aiguilles et les jambes croisées, voilà, on est là, on se laisse aller, on rigole, on se moque de tout le monde, de tout ce qui nous opprime, on se touche aux sensations très corporelles, presque très sensorielles. Ça, c'est hyper politique, en fait. Dans un contexte où ce qui prime ces femmes en premier lieu, c'est la chape de plomb qui pèse sur leurs paroles, sur leur corps, etc. Et ça, voilà. Et donc, l'émancipation, je dirais, dans la section des alternatives, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est voilà, comment on définit l'émancipation, est-ce qu'il y a X manière de définir l'émancipation. Et je crois que ces collectifs ont aussi beaucoup à apprendre sur le fait de sortir de l'union un peu étroite, non seulement en une vision individualiste, économique, documentaire, etc., mais aussi une vision occidentale. Alors, on arrive au moment de l'échange qui est ouvert à vous toutes et tous. Je vais commencer par des questions qui ont été posées dans le chat du Zoom pendant même que la présentation s'est déroulée. Puis par la suite, on ouvre à tout le monde. Pour vous qui êtes en distanciel, veuillez lever la petite main là, qui est intégrée à Zoom. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Et vous qui êtes en salle, levez juste la main et parlez un peu plus fort parce que comme ça, les autres à distance vont bien capter. Donc, les questions... c'est une question facile. La première a été posée par Jeanne Desrochers-Archenot. Est-ce que l'ouvrage a été traduit en français? Et j'ajouterai peut-être, est-ce qu'il le sera s'il ne l'est pas? Donc, ça, c'est... Alors, je travaille, mes collègues sont anglophones, hein, donc je travaille sur une version française qui est un peu longue, parce que il faut tout réécrire, en fait. Tout réécrire, et c'est en cours. D'accord. Et la deuxième question, qui était déjà là depuis un certain temps aussi, vient de Agué Eustache Piau. Alors, un commentaire, il a mis un commentaire pour commencer. Construction sociale de la dette dans un milieu fortement islamisé. Alors, je pense que ça concerne un peu plus le morceau de l'étude qui a été menée au Sénégal. Alors, construction sociale de la dette dans un milieu fortement islamisé comme le Sénégal et son impact sur la vie sociale. Pourquoi avoir choisi le Sénégal et non un autre? Alors, permet d'aborder un autre aspect qui est à quel point, effectivement, il est toujours crucial, dans un contexte donné, d'historiciser le rapport à la dette. Il y a une dimension, voilà, la dette n'a pas la même signification dans la France contemporaine auprès de certains milieux sociaux que dans d'autres contextes, d'autres milieux sociaux. Voilà. Et même si aujourd'hui, alors on peut parler à plusieurs reprises de rhétorique, de la nation de l'acte même de s'endetter, hein, il reste que ouais, il y a certains groupes sociaux, certaines parties du monde qui entretiennent un rapport à l'endettement qui est très singulier. Alors, bon, au Sénégal, consciencieux moi, c'est un terrain assez ancien et je pense que après coup, je me rends compte à quel point il est extrêmement complexe de saisir la spécificité du rapport à l'endettement dans un contexte donné, mais je vais simplement vous donner 2-3 points. Et peut-être avant cela, de vous parler d'un autre contexte. Dans la conclusion de l'ouvrage, par rapport à cette idée de comment penser le futur de la femme en été, on prend un certain nombre d'exemples où la femme en été, finalement, a une présence beaucoup moins forte. Et le cas marocain est intéressant. Le cas marocain est intéressant. Et là, de toute évidence, dans certaines régions du Maroc, nous avons certaines communautés berbères qui sont très enclavées, qui dépendent encore d'une forte économie de subsistance ou de la migration des hommes.
et où ce microcrédit dont je vous ai déjà parlé n'a pas réussi à pénétrer. Et avec là, de toute évidence, un rapport à l'endettement, s'endetter, c'est sur de déshonneur, de disgrâce, avec ce que prescrit l'interprétation de la religion musulmane. En particulier, si l'endettement, comme nous le promettent les organisations de microcrédit, est pour s'enrichir. S'endetter à intérêt pour s'enrichir. On est sur un islam confrérique, beaucoup plus, je pense, qui prend beaucoup plus de liberté, entre guillemets, par rapport à certains textes. Il y a un endettement qui est très marqué, des questions d'intérêt pour une partie de la population ne pose pas de problème particulier. Alors que je prends le cas du Bangladesh aussi, mais radeau de microcrédit pour les Younous, et où il n'a jamais été question de faire de la finance islamique. Je pense qu'il faut vraiment sortir d'une vision très étroite d'une culture musulmane qui serait réticente. Je pense qu'il y a vraiment voilà, X manières d'interpréter ces questions-là. Voilà. Et en tout cas, la construction sociale de la dette, c'est une expression qui a été issue. Qu'aujourd'hui, malgré des rouleaux compresseurs de la machine financière pour imposer dans l'ensemble de la planète des modèles uniques, il y a du fait de cette construction sociale et historique du rapport à la dette, des manières de s'approprier en fait, ces outils financiarisés qui vont être assez différents. Merci. Prochaine question, peut-être dans la salle. Oui. Bonjour, c'est une très intéressante présentation. Bonjour. Je suis curieuse de savoir, j'ai moi-même pas lu d'études récentes au Québec qui parlent en fait de ce sujet-là sur le terrain ici, mais je serais curieuse de savoir si, à votre avis de chercheur, vous imaginez que cette situation peut s'appliquer aussi ici chez les populations qui sont plus populaires, qui vivent plus de précarité économique. Dans un second temps, s'il y a peut-être des actions structurantes possibles à mettre en place, mais d'abord, si vous croyez que c'est une réalité ici. J'ai regardé un peu, bon, je ne suis pas chez moi, là, il faut quand même que je me renseigne un peu. J'ai trouvé tout un tas de choses sur la hausse continue de l'endettement des ménages canadiens. J'ai pas beaucoup cherché, mais j'ai rien trouvé sur le champ. Mais je ne sais pas pourquoi il en serait autrement. Une fois, ce serait intéressant que ce ne soit pas le cas. Si ce n'était pas le cas, il faudrait poser les raisons. Voilà, donc en France, les Français ont beaucoup de problèmes avec les projets qui ont été faits, mais à l'époque, une vingtaine d'années, quand j'ai travaillé sur les questions de surendettement et que je ne voyais que des femmes, on me posait la question, oui, mais non, bon, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a quand même moins de problèmes avec ces histoires de genre. Et de tout, vraiment, voilà, la surexposition des femmes au remboursement, il y a un sociologue récemment qui a fait une étude sur les expulsions de logements. Il y a des logements sociaux, qui ont tout un service de recouvrement des dettes. Faire payer les loyers, c'est faire payer les femmes, parce que ça marche mieux, c'est plus, voilà, en appuyant sur là où ça fait mal. Si vous êtes expulsé, vous êtes une... Donc cette culpabilité dont je n'arrête pas de parler, elle est inscrite dans la chair des femmes et les créanciers ont parfaitement compris. J'ai des collègues qui travaillent au Royaume-Uni qui voient la même chose, en Grèce, en Espagne, mais il y a très peu de Suisses. Voilà, j'ai vu un papier récemment sur la Suisse. Donc, je serais très curieuse de savoir ce qui se passe ici et je crains que ce soit un peu similaire et si ça ne l'était pas, ce serait très intéressant de vraiment que, voilà, par rapport à un certain type de... Quand il y a quelques temps, j'ai exposé sur le genre de la monnaie et de la dette. Pas une monnaie pour pas complexifier le truc. J'avais en face de moi des collègues tout à fait respectables, l'école de la régulation, des économistes, vous savez de ce dont il s'agit. Et ils ont voilà, quelqu'un comme Robert Boyer, un doute sur le prénom. Par ailleurs, voilà, tout à fait fascinant, mais qui est critique sur le côté
un peu simpliste. C'est partout pareil. Bon, le problème, j'avais 10 minutes. Je me dis, oui, mais quand quelque chose a été ignoré pendant des siècles, on est obligé de simplifier un peu le propos, quoi. Mais en même temps, je crois beaucoup à l'intérêt, je prends l'épistémologie, à la diversité, puisque c'est la seule manière d'imaginer d'autres. Très bien, une femme embêtée, je ne sais pas. On continue, j'ai vu deux mains levées, monsieur et ensuite madame. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Amener sur le dernier une question qui m'interpelle effleuré dans votre propos et brièvement discuté dans votre échange avec Marie. Et c'est la question de l'ambivalence de l'endettement. Mention de cette dialectique permanente entre exploitation, émancipation, autonomie, dépendance, besoin de... Quand vous avez effleuré le sujet dans votre présentation, c'était en parlant de demande de crédit, d'une sorte de désir d'endettement que vous avez très brièvement expliqué par une volonté de compenser quelque chose comme une dévalorisation de la valeur en tant que sujet économique productif chez les femmes notamment. Et je voudrais en savoir un peu plus long sur ces motivations à l'endettement, sur ce désir de dette en quelque sorte. Comment ce désir peut être aussi indexé sur certaines attentes en termes de mobilité sociale, espérance de niveau de vie, mais aussi en termes de réciprocité, vu la nature de la relation d'endettement, réciprocité à l'égard des créanciers, réciprocité par rapport à l'entourage, le logement, aux différentes formes de dette, différentes relations de dette. Et éventuellement, comment ces attentes qui sont relativement significative pour les personnes qui demandent du crédit, sollicitent du crédit. Comment ces attentes normativement significatives peuvent éventuellement inspirer aussi quelque chose comme voilà, de la contestation, des pratiques de résistance, parce que, en fait, notamment les attentes de réciprocité peuvent éventuellement être déçues. Bref, sur les terrains, les différents terrains où vous avez travaillé, qu'est-ce qui en est de la temporiser un tant soit peu, ce qui est un rapport de pouvoir par des pratiques de résistance et comment elle s'articule au féminin. Oui, donc ben merci, ça me permet de développer un peu, parce qu'effectivement, cette question elle est centrale. La production annonce d'emblée hein, que cette ambivalence qui va nous occuper tout le long de l'ouvrage, en fait. C'est un peu rapide là, mais c'est vraiment un fil. Je crois, d'analyse surplombante qui génère la financiarisation, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Mais si les gens s'endettent, demandent eux-mêmes à s'endetter, il faut quand même tenir compte, y compris pour mieux comprendre les formes et les possibilités de mobilisation politique. Ça, c'est la question elle est centrale, précisément parce qu'elle a une portée politique. Ça, c'est ambivalence. On n'arrivera jamais à faire tous les efforts qu'on veut pour mobiliser les gens et les inciter à faire des campagnes d'annulation des dettes, ça ne marchera pas. Sur cette question de l'ambivalence, oui, elle est vraiment un désir de dette, tout à fait, qui est pour les femmes elles-mêmes, voilà, un contexte où elles sont privées, une mainmise quand même masculine sur l'économie qui est de plus en plus dominante, et économiquement parlant, leur manière à d'exister économiquement est de ramener de l'équilibre dans le foyer, et ça ne peut prendre la forme principalement que de dette. Mais il y a aussi, voilà, on est dans un contexte de croissance économique très forte, en Amérique du Sud, de démocratisation et de mouvement d'élite, avec vraiment un désir de mobilité sociale, qui est très très marqué en Amérique du Sud, et qui, donc, Chourani s'endette pour payer le médecin, pour payer la nourriture, mais pour payer l'éducation de ses fils, pour rénover sa maison, et rénover sa maison, voilà, elle s'en sort assez bien. Elle a connu une certaine mobilité sociale. La question, c'est à quel prix? C'est elle qui paye le prix de cette mobilité sociale, et qui est torturée. Et donc, voilà, ce personnage, le propre de l'ethnographie, c'est un cas, mais qui représente
une certaine universalité. Et donc, voilà, l'ambivalence est particulièrement marquée dans un contexte où il y a vraiment un désir de mobilité sociale qui ne peut passer que par l'emploi aussi. Parce que le marché du travail, 90% des arrangements de travail sont informels, il n'y a pas de protection sociale. On éduque les enfants, mais on ne sait pas s'ils vont trouver un emploi. Et avec beaucoup d'investissements ratés dans l'éducation. Donc, on endette pour financer l'éducation des fils, mais la mobilité sociale ne suit pas. Donc, il y a des espoirs de mobilité sociale. Le crédit est pas l'outil pour y parvenir, mais avec des espoirs de mobilité sociale qui, dans un très grand nombre de cas, sont sur le. Et j'insiste, juste toujours sortir du catamoule, voilà, travaux très fins qui ont été menés en Afrique du Sud, un terrain où le surendettement ont été fortement pointés du doigt. Il y a une collègue anthropologue a montré qu'il fallait aussi resituer ça dans une historique et dans un contexte post-apartheid où pour toute la communauté s'endetter, c'était un espoir d'émancipation. Et alors, sur la question de la réciprocité, sur la question des mobilisations, alors, il y a quelques années, avec des collègues, on s'était intéressé à des mobilisations, des mobilisations très centrées anti-microcrédit, sachant que ça s'explique bien sur le fait que les microcrédits n'est qu'une toute petite partie des histoires. Et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que je réfléchis pour même avoir un propos un peu construit. Je dirais deux choses. La première, c'est que malgré toute notre volonté d'être attentif à des possibilités de transgression, de contestation, etc., on est obligé de constater que dans le terrain qu'on a étudié depuis 20 ans, elles n'existent pas. Il va y avoir, alors que on n'a pas parlé, mais on a parlé du Covid. Vraiment, il y a eu des annulations de dettes sur une partie de l'économie indienne, pas sur les femmes, qui sont pris dans les chaînes de dettes, parce que les organisations qui leur font crédit n'ont elles-mêmes pas eu d'annulation. C'est là est née l'idée de regarder les chaînes de dettes. Par contre, vous avez, je pense que c'est une vraie question de savoir dans quel contexte il va y avoir des mobilisations. En conclusion, on est allé voir ce qui se passe dans les pays d'Amérique du Sud, en Belgique aussi, vous avez des collectifs féministes qui se mobilisent spécifiquement sur la question de l'endettement féminin. Pourquoi ces collectifs existent là, pas ailleurs? Il me semble que il y a de la résistance, mais elle va prendre plutôt la forme de s'accommoder au milieu d'un système contre lequel on sait qu'on a un capitaliste patriarcal. Et central, c'est aussi, on retombe sur l'ambulance, c'est-à-dire que, je pourrais aller, elle est endettée auprès de tout le monde autour de cette table. Et elle prête elle-même. Donc, qui est l'ennemi, en fait? L'ennemi, il est un peu partout. Et ça rend une forme de contestation complexe. Se mobiliser uniquement contre le parti formel, c'est une partie. Les femmes ont aussi besoin de ces gens-là. Et c'est aussi, quand je discute avec les gens du comité d'annulation du tiers-monde, c'est la BTM, dans un contexte où une grosse partie de l'endettement est informelle, comment on fait pour annuler les dettes? Voilà, je crois que les femmes ont très bien compris que le point central, c'est de l'emploi pour leur mari ou pour leurs enfants, c'est des systèmes éducatifs qui fonctionnent, plus que le point structurel qui sont essentiels, plus que la question de l'endettement. Et je pense qu'elles ont vraiment complètement raison. Le problème, c'est qu'on est sur sur les temporalités et sur des questions qui font que c'est malheureusement que le problème soit réglé rapidement. Alors, il nous reste 3 minutes, mais il y a encore 2 questions. Une de Olga et une autre à distance de Colline Camille, puis on va terminer là. Donc, vas-y, Olga. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé et pour la recherche d'une grande complexité et d'une grande importance, notamment.
J'ai fait mon doctorat ici au CRIS, ou une partie de mon doctorat ici, donc je suis un peu imprégnée par tous ces principes d'émancipation, transformation sociale et tout ça, mais je travaille principalement dans la partie économie sociale et les relations nord-sud. Donc, ça touche des organisations locales, des organisations de la société civile ou les ONG qui sont près de ces populations. Et j'étais très... Ma question porte là-dessus, justement, sur... Vous avez mentionné que les ONG qui travaillent en éducation ou en santé, qui sont vraisemblablement proches de ces populations de femmes qui ont participé à vos recherches, ont accepté de faire du crédit par l'insistance des femmes. Donc, notamment, évidemment, c'est un besoin. Donc, les ONG ont tergiversé un peu de leur mission initiale, qui c'était santé, éducation et autres, pour faire du crédit. Mais est-ce qu'ils accompagnent les femmes dans ces processus? Est-ce qu'il y a d'autres ONG qui sont... quand je dis ONG, je ne parle pas des organisations de coopération internationale du Nord. Quand je dis ONG, je parle des organisations de la société civile locale qui peuvent ou non travailler en partenariat avec la situation de ces femmes est une situation, vu l'individu un peu isolé, qui vit la situation d'une façon très personnelle, très familiale, mais qui n'est pas de leur situation. Il me semble que les récits se concentrent sur la situation de l'individu, de la femme, qui est très importante, mais que quand on parle de le privé, c'est politique, mais justement, c'est dans ce sens-là que j'aimerais savoir s'il y a des organisations locales qui accompagnent les femmes dans leur situation. Et l'autre chose aussi, j'avais une autre question. Ah oui, les organisations de microcrédit, est-ce que ce sont des organisations qui ont... Ce sont ces organisations et ces genres d'aide financière qui ont créé ces problèmes, qui sont à la source de ces problèmes de fonds. Merci, c'est une question centrale. On a 2-3 minutes. C'est ça. 2,5. Oui. Plusieurs choses. Je vais essayer de... moi, là, dans le livre, on n'en parle pas, mais moi, par ailleurs, ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille sur ces questions d'inclusion financière, avec à la fois ce regard critique et en même temps cette attention portée à des initiatives qui il est possible quand même de faire de la finance de manière solidaire. Mais dans le cas tamoul, de toute évidence, pour plein de raisons, c'est extrêmement. Et donc, même des organisations extrêmement qui proposent de l'accompagnement, qui ont une vision, qui avaient par exemple une approche en termes de territoire, même pas considérer les femmes comme des individus isolés, mais plutôt avoir une approche en termes de territoire. Quels sont les besoins économiques dans le territoire? C'est à partir de là qu'on va intervenir. Voilà, en termes de filière. Il y a diverses expériences qui montrent qu'il est tout à fait. Qu'il y a des modèles de financement local qui peuvent être tout à fait positifs. Dans d'autres contextes, ça fonctionne encore. Là, des expériences tout à fait intéressantes. Mais là, dans le Catamo, il y a deux choses qui font que ça devient extrêmement compliqué. Le premier, c'est vraiment l'état de la société civile. La société civile va très très mal. On a démarré avec le monde du développement qui lui-même s'est beaucoup transformé. Quand je disais qu'un certain nombre d'ONG, santé, éducation, se sont mis à faire du microcrédit, les femmes locales étaient en demande, les bailleurs de fonds étaient en demande aussi. Et donc, il y a quand même eu cette réduire l'émancipation, sa question, sa dimension individuelle et économique.
Puis à cela s'est rajouté un contexte hyper autoritaire. L'Inde est qualifiée par certains de fasciste, hein, avec un idéal ultranationaliste et d'emprise de toute la société civile. Donc, certains collectifs avec lesquels je travaille, qui ont tenu et qui ont résisté au micro, ne résistent pas à l'autoritarisme. Enfin, ça, c'est le deuxième. Et du coup, ça rend toutes les formes de mobilisation locale aussi. C'est par l'action du milieu aussi. On est là dans un contexte où les mobilisations sont compliquées. Et sur la question d'accompagnement, le dernier point, c'est que la question n'a pas été posée, et peut-être que le rêve de création d'entreprise, de transformation des pôles en entrepreneurs par le microcrédit a fait long feu. Mais souvent, la question qu'on me pose, mais en fait, si on accompagnait ces femmes, ça ne permettrait pas quand même de créer un peu d'emploi. Et là, notre réponse, ça fait un certain nombre d'années que je travaille dessus avec d'autres collègues et dans plein d'endroits, et accompagnement ou pas, il y a un problème de fond qui est que les familles ont besoin de liquidité pour payer le médecin et pas pour créer une entreprise. Quand bien même elles voudraient créer une entreprise, ça ne s'improvise pas. Ça pose tout un tas de contraintes, de compétences qui ne s'apprennent pas à l'école, un savoir-faire, un savoir-être, une posture, des réseaux avec les fournisseurs, avec les clients d'administration. Ça ne sert à rien. Donc ça peut éventuellement permettre à une activité qui existe déjà de se renforcer. Une petite boutique, on va acheter un frigo grâce au microcrédit et on va servir des boissons réfrigérées à la clientèle. Très bien. Et pour cela, c'est très utile. Voilà, sur ce rêve émancipateur, grâce à de l'accompagnement, de la formation, etc., je crois qu'on est dans une... Merci. Et on va terminer donc avec la dernière question, mais je pense que ça peut être le mot de la fin aussi. Et elle, de toute façon, tu l'as répondu déjà en partie. Au-delà des constats bien documentés, quelles sont les pistes d'action, les recommandations, à quel niveau individuel pour les systémiques Oui, vaste question. Là, un mot, c'est difficile, mais bon, la conclusion, on essaye vraiment de s'attaquer à ça, en s'attaquant vraiment à cette question. Moi, je crois que si ça va autant obséder, c'est parce qu'on voit nous-mêmes, hein, la féminité comme quelque chose de... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose c'est pas demain qu'on va résoudre ce problème-là, mais voilà, je crois que moi, c'était important, et mes collègues aussi, hein, de mettre le doigt là-dessus. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus tangibles à court terme, voilà, de messages vis-à-vis de cette industrie du développement, d'arrêter de rêver sur des questions et des modalités d'émancipation qui ne marchent pas. Voilà un peu comme je pourrais répondre à cette personne. Alors, il est 12h05, on est pas mal. Donc, on va terminer le séminaire. Merci beaucoup, Isabelle. Vraiment. Merci Audrey, merci Marie, merci tout le monde dans la salle et à distance. Merci au CRIS et à l'OFDIG. Donc, pour connaître les prochains événements et du CRIS et de l'OFDIG, visitez le site respectif de chacun et suivez les infolettres, les réseaux sociaux, etc. Je fais un gros pitch. Merci, donc à une prochaine fois. Merci.